Je vais lire, par contre, là, ça va être un courriel assez long, je vous préviens, mais très intéressant et qui nous a été proposé comme un cadeau de Noël. Donc, c'est un cadeau à vous, les patriotes de Nomos TV. Alors, ça commence comme suit. Bonjour à vous et à toute l'équipe de Nomos TV. Je me permets de vous écrire car je suis un contributeur mensuel de Nomos TV. Il s'agit d'un témoignage assez long et je m'en excuse, suivi de 2 questions. Je vous serais extrêmement reconnaissant de le lire en intégralité, si l'actualité du 26 décembre le permet. Eh bien, ça le permet, monsieur. Je crois que plusieurs jeunes pourraient s'y reconnaître. Témoignage d'un jeune. En ce lendemain de Noël, date à laquelle vous lirez probablement ce courriel, je souhaitais offrir un cadeau à vous et aux auditeurs de Nomos TV. Ce cadeau prendra la forme d'un témoignage qui démontrera, je l'espère, qu'il y a toujours de l'espoir chez la jeunesse québécoise. Je donnerai le plus de détails possible tout en conservant mon anonymat, car je ne peux pas me permettre de révéler mon identité ici. Merci d'ailleurs de prendre des risques et de mener le combat nationaliste à visage découvert. Votre courage est inspirant. J'ai la début vingtaine. Je suis né et j'ai grandi dans un petit village du Bas-Saint-Laurent, dans les tréfonds de la campagne québécoise. Un village d'à peine quelques milliers d'âmes, typiquement canadien-français, à 99% blanc et francophone. Mes parents étaient agriculteurs et j'ai grandi proche de la nature, si cela est encore possible malgré l'omniprésence de la technologie. Les forêts et les champs agricoles sont pour moi les seuls paysages que j'apprécie et que je respecte au Québec. Je suis attaché à mon village et à sa magnifique église, même si elle est toujours vide. Toute ma scolarité, primaire, secondaire, cégep, s'est faite dans un milieu de gauche et plutôt souverainiste. J'ai donc grandi en tant que souverainiste de gauche. Je crois que ce sont les cours d'histoire du Québec qui m'ont poussé vers le souverainisme. Comme le disait Parizeau, un Québécois qui connaît son histoire est un Québécois souverainiste. On peut dire sans exagérer que vers mes 16-17 ans, j'étais un parfait gauchiste. Je me rappelle même avoir fait la campagne pour le NPD de Thomas Mulcair en 2015 dans mon école secondaire dans le cadre d'élections jeunesse. Je reprenais à mon compte les arguments des fédéralistes pour empêcher le Bloc québécois de remporter cette élection symbolique. Mon désarroi fut grand lorsque les résultats furent annoncés. 75% d'appui pour le Bloc québécois auprès des jeunes de l'école. Une ineptie pour moi. Je crois que j'étais alors plus gauchiste que souverainiste. Le souverainisme était plus un moyen pour moi de faire avancer un projet social-démocrate, écolo, que de protéger notre identité nationale canadienne-française. Ma dégauchisation s'est faite progressivement. 3 éléments majeurs ont fait de moi le nationaliste que je suis aujourd'hui. Pour reprendre la classification de Adrien Abouzit, j'étais un gauchiste de stade 2. Je fais une parenthèse ici. Dans son livre « La gauche, c'est une maladie mentale », Abouzit décrit les 3 stades du gauchisme. Stade numéro 1, c'est le gauchiste qui est gauchiste par conformisme social. La société gauchiste, donc, lui, il n'est pas particulièrement gauchiste, mais il est avec l'idéologie dominante, donc il dit « oui, oui, je suis antiraciste, etc. Bon, je suis féministe, blablabla. » Voilà, par conformisme social. Le stade 2, c'est le gars qui y croit. Il croit à l'idéologie gauchiste, mais face au réel, il est quand même capable de changer de camp. Il n'est pas complètement intoxiqué, c'est-à-dire il vit dans le monde des idées, mais face à la réalité, il peut sortir du gauchisme. Ça, c'est le stade 2. Et le stade 3, c'est le gars qui est irrécupérable. Donc, monsieur ici dit qu'il était au stade 2. Donc, gauchiste convaincu, mais qui, face au réel, change de camp. Je reprends la lecture. D'abord, l'élection de Trump en 2016. Il nous parle des 3 éléments majeurs qui ont fait de lui un nationaliste, qu'il est aujourd'hui. D'abord, l'élection de Trump en 2016. Je ne saurais trop expliquer précisément pourquoi, mais je souhaitais ardemment la victoire de l'excentrique milliardaire. Je crois que paradoxalement, le signalement de vertu de mes professeurs, tous anti-Trump, et des élèves couplés à une campagne médiatique délirante, se réduisant à « Orange Man is bad », m'a poussé à souhaiter la victoire de Trump par esprit de rébellion. Je suis encore à ce jour un défenseur de Trump, ce qui énerve royalement ma famille, et je souhaite son maintien à la Maison-Blanche, même si ses chances de succès apparaissent bien minces aujourd'hui. Une situation similaire s'est produite lors de la présidentielle française de 2017 avec Marine Le Pen et lors du vote sur le Brexit. Lorsqu'on se retrouve seul contre une classe entière, incluant le professeur, à défendre Marine Le Pen ou le Brexit, ça a l'effet d'un coup de poing au visage. Ah oui, là c'est clair. Deuxièmement, mon arrivée à Montréal. Dans le cadre de mes études universitaires, ça c'est le choc des gens qui arrivent à Montréal. Ça c'est intéressant. Moi, petit blanc de campagne, n'ayant jamais été initié aux joies de la diversité, entre guillemets, je me retrouve dans Parc Extension, un des quartiers les plus multiculturels du pays.
Mes voisins sont tous hindous, sikhs ou africains. Je suis le seul blanc dans l'autobus au milieu de Noirs, de Chinois, de Maghrébins, d'Indiens et autres néo-québécois, entre guillemets. Le seront-ils un jour? Je ne le pense pas. À la suite de Métro Parc, à la station, de Métro Parc, les prédicateurs musulmans et chrétiens, noirs évidemment, se battent pour le salut de notre âme, tandis que les voyantes hindous nous tendent discrètement des cartes d'affaires avec leurs honoraires. Elles sont composées d'un tiers... tout cela se fait en anglais, bien sûr. Ah oui, évidemment, c'est l'anglicisation en plus. Hein. C'est le grand emplacement et c'est l'anglicisation. Ça ne s'améliore pas dans les classes de l'université. Elles sont composées d'un tiers de Noirs, d'un tiers de Maghrébins et d'un tiers de Blancs, comprenant les Européens. Les Québécois sont de fait très peu nombreux en raison de la forte présence d'étudiants étrangers. Pour la première fois de ma vie, je suis une minorité ethnique parmi d'autres. Je ne vais pas vous mentir, après ma première semaine dans cette réalité montréalaise, j'ai pleuré comme une madeleine. Ne comprenant pas sur quelle planète j'avais bien pu atterrir et ne sachant pas comment je pourrais supporter cette nouvelle réalité 3 ans, la durée du baccalauréat, aujourd'hui, je suis dans un quartier montréalais plus blanc, mais il y a un problème. Les adultes et les personnes âgées sont blanches, mais la jeunesse y est presque à majorité immigrée et métissée. Un rappel que l'avenir ne sera pas rose. Finalement, un troisième élément, la défaite foudroyante du PQ, parti pour lequel j'avais voté sans passion lors de l'élection de 2018, finit de briser tout ce qui avait pu faire mon identité politique jusqu'à maintenant. Je m'entendais à une campagne centrée autour du souverainisme, de la langue française et d'une réduction de l'immigration. Je n'ai eu droit qu'à des boîtes à lunch, un Tinder du covoiturage et une pathétique tentative de ravir l'électorat solidaire. Et oui, ça c'était la stratégie de l'Élysée. Voilà à quoi en était réduit le parti de l'évêque et de Parizeau. J'ai alors entamé un processus de reconstruction identitaire et j'ai découvert ma première vidéo de Nomos TV, Le Québec, une nation catholique. Je m'implique aujourd'hui au sein de la vie politique québécoise, dans un parti politique sans doute, et j'essaie de faire primer le bon sens et le nationalisme. Une tâche ardue, même chez ceux se revendiquant du nationalisme. Bref, voici le parcours d'un enfant du gauchisme institutionnel et culturel devenu nationaliste et plutôt réac. Je me considère aujourd'hui comme homme de droite, mais j'essaie de maintenir un équilibre entre médias alternatifs de gauche et de droite. Cela devient difficile, alors que la gauche s'affranchit un peu plus chaque jour du réel. Elle en perd la tête, #Pathi, P-A-T-H-I. Je ne sais pas c'est quoi. Enfin bref, là c'est là où l'âge fait la différence. J'espère que davantage de jeunes basculeront dans le camp national. Alors voici mes questions. C'est la fin du témoignage et il pose ses questions. En passant, très beau témoignage. Hein? Comment on passe de la gauche souverainiste à la réalité nationaliste? Le choc du réel, c'est-à-dire, premièrement, vous voyez Trump, il affronte l'establishment mondialiste, vous dites, OK, mais normalement, on a quand même le droit de le soutenir, quoi. Il dit quand même qu'il ne veut pas faire d'intervention au Proche-Orient, etc. Non, là, c'est le barrage gauchiste, les gauchistes qui ont milité toute leur vie contre les interventions au Proche-Orient militaire. Là, vu que c'est un homme de droite qui dit qu'il est pas interventionniste, il est plutôt, isolationniste, ça bug dans leur cerveau et ils le voient comme un type mauvais. Donc, le choc de Trump, ensuite le choc de la réalité montréalaise, et puis troisièmement, le PQ. Qui est un parti plus social-démocrate que souverainiste. Donc là, on a l'éveil politique d'un jeune. Et il est début vingtaine. Donc voilà, pour vous dire qu'il y a de l'espoir. Hein? Alors, voici ces questions. Comment droitiser la jeunesse qui vote à 30 % pour QS, 20 % pour le PLQ, ça c'est au Québec, 27 % pour le PLC, 25 % pour l'NPD, 15 % pour le Parti vert au fédéral? Comment droitiser une jeunesse pour laquelle l'article sur la mise en minorité des Canadiens français n'a provoqué que moquerie et dérision? Est-il trop tard pour arrêter le grand remplacement et la gauchisation chez les jeunes? Avez-vous lu le livre Rhapsodie québécoise de Ákos Verbosi, d'origine hongroise, qui traite de la vision qu'ont les enfants d'immigrés des Québécois hors Montréal? Plusieurs questions. Là, ça, c'est sa première question, mais c'est plusieurs questions. Bon, comment droitiser les gens? Il y a le choc du réel. Il faut aussi quand même se rappeler un truc. Oui, il y a 30 % des jeunes qui ont voté pour QS et 20 % pour le PLQ. Mais ça, c'est seulement 50 % des jeunes. Ça veut dire que l'autre 50 % a voté pour le PQ, qui est un parti social-démocrate, mais avec un volet identitaire, et la CAQ, autre parti plutôt centriste, avec un volet identitaire. Je rappelle que les Québécois ont voté pour la CAQ, notamment à cause des positions identitaires de Legault sur la réduction de l'immigration. Et ils ont l'impression de se faire trahir parce que Legault, finalement, remet en place les seuils d'immigrés par année, 50 000 immigrés par année, qui étaient en place sous les libéraux. Mais la réalité, c'est que
la façon dont les médias ont présenté Legault, c'est comme si c'était limite Marine Le Pen. Hein? Il faut se rappeler, la couverture médiatique, c'était l'hystérie sur la réduction de l'immigration. Donc, les médias ont présenté Legault comme une espèce d'identitaire dur, alors qu'au fond, son programme était très mou. Donc, est-ce que les jeunes sont si gauchistes que ça? Je rappelle qu'il y a plus de gens, jeunes qui ont voté pour la CAQ que pour QS. Okay? Il ne faut pas se laisser intoxiquer par la propagande radio-canadienne. Il y a plus de jeunes au Québec qui ont voté pour la CAQ que pour Québec solidaire. Et la CAQ est associée, à tort ou à raison, hein. Moi, je pense que c'est un parti social-démocrate, centriste, aligné sur la Révolution tranquille et qui est un parti remplaciste. Il n'empêche que médiatiquement, on le présente comme un parti de centre-droit à tendance identitaire. Donc, est-ce que tout est perdu? Non. Et d'ailleurs, la CAQ, on a un peu l'impression qu'elle trahit son électorat. Elle trahit son électorat sur le français, elle trahit son électorat sur l'immigration. La laïcité, on va voir jusqu'où ça débouche, mais c'est possible que ça soit que ça soit débouté, en fait, en Cour suprême. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va engager une lutte constitutionnelle contre le Canada? Pas sûr du tout. Donc, la CAQ, son vernis nationaliste risque de s'effriter. Donc là-dessus, je ne peux pas dire que je suis comment je dirais, totalement négatif sur la jeunesse, qui peut très bien se réveiller. Ce qu'il faut faire, c'est droitiser la CAQ. C'est pour ça que c'est bon. Par exemple, le Parti conservateur du Québec est intéressant pour ça, parce que si Éric Duhaime arrive sur la scène politique à tenir un discours identitaire un peu plus décomplexé, ça va pousser la CAQ vers la droite. Parce que là, pour l'instant, il y a juste la gauche qui attire la CAQ. Hein? C'est juste QS et le PQ qui essaient de gauchiser la coalition Avenir Québec. Et le Parti libéral. Le Parti libéral qui va de plus en plus s'aligner sur le multiculturalisme et va essayer de présenter la CAQ comme un parti de droite fermé, identitaire. Et Dominique Anglade, son objectif, c'est de se présenter comme une moderne, urbaine, qui représente le Québec de demain. Donc, en gros, la gauche cosmopolite. Hein? Le PLQ va de plus en plus ressembler à QS, pas sociologiquement, pas dans son rapport à la chose économique, mais dans son rapport à l'identitaire. Donc, il va y avoir un clivage de plus en plus grand au Québec. C'est pas sûr que les jeunes passent tous dans le camp gauchiste. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes en Europe, on le voit. Plus la situation démographique devient catastrophique, plus il y a le djihad au quotidien, plus la jeunesse est à droite. Et ce sont les boomers de 50 ans et plus qui votent à gauche, parce qu'ils ont peur de la déstabilisation économique qu'entraînerait une prise de pouvoir des partis nationalistes. Donc, l'idée que la jeunesse va systématiquement être à gauche, ça, c'est, comment je dirais, c'est le discours qui nous est donné par les médias de masse. Rien n'est moins sûr. Hein, je pense qu'il peut y avoir un réveil identitaire. D'ailleurs, votre article, ce commentaire, pardon, pas l'article, mais ce courriel, en fait, prouve que les jeunes, face au réel, peuvent très bien passer à droite. Et pour des gens qui ont voté NPD en 2015. Donc, en 5 ans, le type est passé du NPD à Nomos TV. C'est pas long, 5 ans. Donc, et ça, ce phénomène-là, il s'est fait pour moi aussi, sur une échelle un peu plus longue. Je n'appartiens pas à la même génération, mais tout de même, c'est la même chose. Moi aussi, je viens de la gauche souverainiste. Je me reconnais totalement dans ce qu'il dit. Je n'ai pas la même sociologie que cet homme-là, parce que moi, je suis né à Montréal. Donc, moi, l'idée que les immigrants et les Anglais sont contre nous, c'est un peu la norme, quoi. Hein, j'ai pas besoin du choc montréalais. Le choc montréalais, c'est quand on vit à Montréal, quand on y est né, il n'y a pas de choc. C'est la norme. Mais sinon, je me reconnais totalement dans ce qu'il dit. Moi, j'ai jamais milité pour l'NPD. Mais à gauche, hein? Moi, j'étais de gauche. Donc, je veux dire, l'idée que les gens de gauche puissent passer à droite, que les Canadiens français se réveillent un petit peu là-dessus, moi, j'y crois, hein? Je pense qu'il y a un réveil nationaliste possible, et ce genre de témoignage-là nous prouve que ça se peut. Donc, je ne suis pas tout à fait... je suis pas du tout désespéré de la question. Bien sûr, l'université est une espèce d'un broyeur à cerveau gauchiste. Ça, il faudrait en reprendre le contrôle. Ça, c'est une lutte de longue haleine pour les institutions. Mais est-ce qu'il est trop tard? Ben non, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Les catholiques ont contrôlé l'enseignement supérieur au Québec pendant, j'allais dire des décennies, mais on est plus dans l'ordre des siècles, quoi, un siècle au moins, de 1840. Hein? À 1960, c'est l'Église qui dominait. Bon, ben, c'est fait éjecter ensuite l'Église. Et c'est la gauche qui a pris le contrôle. Donc, c'est pas parce que la gauche domine pendant 50, 60, 70 ans qu'à terme, on ne peut pas les éjecter eux aussi. Comprenez? La reconquête est toujours possible. Sur le livre de Akos Verbochi, Rhapsodie québécoise, oui, je l'ai lu. Moi, ça a été rien de nouveau pour moi, parce que le mépris des jeunes immigrants envers la culture québécoise, envers les Canadiens français, je l'ai vécu, parce que je viens de Montréal. Donc, c'est pas un grand choc pour moi. Mais oui, c'est intéressant. Oui, Akos Verbochi est un juif d'origine hongroise qui nous dit, bon, en gros,
les communautés immigrantes au Québec méprisent les Canadiens français, considèrent que c'est une espèce de tribu qui a une sous-culture et voilà. On aime la diversité, on aime toute la diversité du monde, sauf la culture canadienne-française. Il n'y a rien de neuf sous le soleil, hein, pour moi. Mais évidemment, pour des gens qui ne connaissent pas la réalité montréalaise, ça peut être un livre intéressant qui s'appelle « Rhapsodie québécoise hein, ». Si vous voulez vous taper voilà, le point de vue de l'immigré. Akash Verboshi, d'ailleurs, qui a milité au Parti québécois, là, qui est comme un peu passé du côté du patriotisme civique péquiste, qui raconte voilà, ce mépris immigrant envers les Québécois. Livre intéressant. Alors, deuxième question. Aussi, je me fais l'avocat du diable. Les nationalistes sont-ils du mauvais côté de l'histoire? L'humanité, depuis 6000 ans, ne marche-t-elle pas vers toujours plus d'unification et de métissage, comme le suggère Yuval Noah Harari? Vous remettez-vous souvent en question? Moi, oui. Voilà, en espérant ne pas avoir été trop long. Encore merci pour le travail exceptionnel que vous faites, votre ami Alexandre. Bon, merci Alexandre. Alors, pour ce qui est du mauvais côté de l'histoire, ben c'est sûr que là, on a l'impression d'être un peu du mauvais côté de l'histoire, surtout avec le bolchevisme sanitaire, etc. Mais écoutez, ça dépend comment on voit la question. Depuis 1990, il y a plus de frontières que jamais sur la planète. Donc, est-ce que la nation est en train vraiment de s'effondrer? Est-ce qu'on n'assiste pas à un renouveau nationaliste avec le Brexit, avec ce qui s'est passé en 2016 avec Trump, avec la montée de partis identitaires quand même assez durs en Europe, avec la Pologne catholique, avec la Hongrie nationale conservatrice qui essaie de se battre contre les tentatives, je dirais, remplacistes, LGBTistes de Bruxelles? Est-ce qu'il n'y a pas la question nationale ne revient pas finalement en force? Parce que vous savez, les gens qui nous disent c'est la fin de l'histoire, hein, Francis Fukuyama, les années 90, chute du mur de Berlin, le communisme s'effondre. Ah, vous allez voir, la démocratie libérale va rouler comme un rouleau compresseur sur l'ensemble du monde. Tout le monde va devenir une forme de démocratie libérale. Hein, tout le monde va devenir un gentil petit démocrate libéral libertaire. Et puis, c'est la fin de l'histoire. Il n'y aura plus d'histoire, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de... On a atteint le sommet de la civilisation. Écoutez, les Romains pensaient ça aussi, hein? Bon, Rome s'est effondré. Et ensuite, il y a eu le Moyen-Âge, les empires barbares chrétiens, etc. Donc, et aujourd'hui, on a un niveau technologique beaucoup plus élevé que Rome. Et Rome se pensait au sommet, et finalement, on a dépassé Rome. Ça reste une source d'inspiration, évidemment. Mais il faut bien comprendre que les gens qui vous disent « c'est fini, c'est plié, c'est terminé, il n'y aura plus de sursaut », il faut toujours s'en méfier. Hein? Parce que l'histoire... Et d'ailleurs, cette vision d'Hariri, je n'ai pas lu son livre, mais c'est une vision progressiste, vous savez. Tout est une espèce de ligne droite en continu. Est-ce que l'histoire, c'est vraiment une ligne droite en continu vers toujours plus de progrès, ou est-ce qu'il y a un aspect cyclique? Est-ce qu'on n'est pas dans une forme de cycle? Hop, vous savez, monter, hop, apogée, puis hop, décadence. Et puis finalement, ça repart sur un autre cycle, peut-être remplacé par une autre civilisation, parce que je le dis carrément, si l'Occident s'effondre à cause du métissage et du gauchisme, ben derrière, il y a une autre civilisation, là. Et c'est une civilisation nationale communiste qui a des visées hégémoniques mondiales. Ça s'appelle la Chine. Vous savez ce que font les Chinois avec leurs problèmes de minorité ethnique? Ils les grand remplacent. Quand les Chinois décident de grand remplacer les Tibétains, en 10 ans, c'est plié. Là, ils sont en train de faire ça aux Ouïghours musulmans. C'est plié. Les Ouïghours, ils sont baisés. C'est terminé. Les Chinois, ils ont dit non, l'Arabie saoudite et la Turquie ne vont pas financer les islamistes dans l'ouest du pays. On va régler le problème musulman. Ils règlent les problèmes, les Chinois. OK? Et en plus de ça, ils n'ont pas, comment je dirais, ils n'ont pas nos réticences éthiques venues de la morale chrétienne sur l'eugénisme. Il y a 5 ans, il y a des articles dans la presse qui nous parlaient du fait que les Chinois sont en train de booster le quotient intellectuel par des moyens génétiques de leurs enfants. OK? Donc, le surhomme de demain, s'il n'est pas occidental, il va être chinois. Donc, l'Occident qui s'effondre sous le poids du gauchisme et de l'immigration massive, hein, faire venir des populations à bas quotient intellectuel qui font que le niveau se dégrade, plus le gauchisme qui nous empêche de voir le réel, cette combinaison, cette convergence des catastrophes, hein, je pense que c'est Guillaume Fay qui disait ça, la convergence des catastrophes, grand remplacement, gauchisme, effondrement de la culture. Si l'Occident ne se remonte pas, ben je vous garantis qu'il y a une autre civilisation derrière qui va prendre le relais. Donc, est-ce qu'on s'en va vers plus de métissage, infiniment de métissage, etc.? Ça, c'est une vision très libérale des choses, très progressiste, où il n'y aura pas de sursaut de l'histoire. Moi, je pense que l'histoire est faite de sursauts. Et autant au début du 2e siècle, c'était très difficile de prévoir la chute de l'Empire romain, 2 siècles plus tard, c'était plié. Donc, vous savez,
les choses sont pas aussi claires qu'on le pense. Hein. Dans les années 50, les gens pensaient que le communisme allait rester là pendant 1000 ans. Ben, le communisme s'est effondré 40 ans plus tard, 45 ans plus tard. Donc, vous savez, voilà, les choses bougent et actuellement, peut-être qu'on atteint l'apogée du mondialisme avec le bolchevisme sanitaire. Est-ce que ça va durer 10 ans? Est-ce que ça va durer 20 ans? Est-ce que ça va durer 30 ans? On ne sait pas. Et qu'est-ce qu'il y aura après? Qu'est-ce qu'il y aura après le gauchisme et cette espèce de, oui, de domination libérale libertaire? Ben, c'est possible que ce soit les idées nationalistes qui reviennent en force. Donc, rien n'est joué. La vision qu'ont les libéraux triomphants, là, à la fin de l'histoire, Hariri, Fukuyama, etc., c'est une possibilité, mais disons qu'elle est, à mon avis, plutôt mince. Et non, je suis assez confiant sur l'avenir des choses parce que le poids des contradictions du gauchisme, ça va faire en sorte qu'il va y avoir un basculement. Donc, soit on s'effondre, soit il y a un sursaut. De toute manière, il y a les Chinois derrière pour prendre le contrôle. Et je veux dire, là, on ne sera pas dans la mollassonnerie. Là, les libertés individuelles, il n'y en aura pas. Les Chinois, ils s'en foutent. Hein. Voilà, c'est des Confucéens. Eux, l'ordre dans lequel vous êtes dans la société, c'est votre place. Et c'est pas des égalitaristes.